Bercoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Bercoff dans tous ses états, la France dans tous ses états, le monde dans tous ses états. C'est un lundi en guerre que nous vous proposons jusqu'à 14h sur Sud Radio. Alors plusieurs guerres et à des degrés bien entendu divers. On va commencer par la guerre des supporters. Ces images spectaculaires auxquelles on a assisté de manière lamentable à Marseille hier. Le bus de l'Olympique lyonnais caillassé, pulvérisé même à coups de pavé par les Marseillais. Les ultras lyonnais, Saint-Jean, des gestes racistes depuis leur tribune. Précisément, on va en parler avec notre premier invité. Une petite guerre ensuite. C'est une guerre entre les piétons et les cyclistes, notamment à partir de ce mois de novembre, certains cyclistes ne pourront plus circuler dans des rues piétonnes à Lille, dans le centre-ville, pour laisser un peu de place aux piétons qui sont souvent bousculés par les cyclistes. On va en parler avec un autre invité. À 12h30, place à notre envoyé spécial. Il est sur le front, c'est André Bercoff, dans tous ses états, en direct d'Israël, juste à côté de la bande de Gaza. Comment les Israéliens se préparent à cette guerre? Quel est l'état d'esprit de la population? Qu'attendent-ils des opérations de Tsahal contre le Hamas? On en parlera jusqu'à 13h avec André Bercoff. Place au face-à-face ensuite, à partir de 13h. C'est une autre guerre dont on va parler, la guerre entre les ruraux et les élites, ou celles qu'on appelle les élites. On va en parler avec notre invité Thierry Coste qui publie ce livre au vitriol, Le plan secret de nos élites contre le monde rural. Vous êtes campagnard, vous êtes rural, vous nous appelez 0826 300 300. On vous donne la parole jusqu'à 14h sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, le fait du jour. Ce que vous entendez, ce sont des supporters, on va les appeler comme ça, marseillais, qui accueillent, ironiquement bien entendu, le bus des joueurs lyonnais hier, qui arrivait dans la ville de Marseille, précisément pour préparer ce match qui devait avoir lieu à 21h au stade Vélodrome Olympique de Marseille, Olympique lyonnais. Alors le bus n'a pas été caillassé, il a été pulvérisé, en tout cas ses vitres, à coups non pas de cailloux mais de pavés, au point que l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, on l'a dit, a eu le visage complètement en sang. Fabio Grosso, c'est une soirée absolument lamentable. Le match n'a pas eu lieu. On a ensuite assisté à des scènes et des gestes racistes de la part de certains ultra-lyonnais dans les tribunes du Vélodrome. Bref, triste soirée. On en parle avec notre invité Mathieu Zagrodzki. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes chercheur associé au CESDIP, spécialisé dans la sécurité intérieure. Il s'est passé beaucoup de choses depuis hier. La seule chose qui n'a pas eu lieu, c'est finalement le match. Évidemment, les événements que je viens de vous décrire ont causé un scandale. D'abord, c'est le gouvernement qui a commencé par réagir. Il y a eu 500 policiers, un demi-millier de policiers et de gendarmes pour un match de football. De quoi parlons-nous? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des supporters? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des clubs? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des clubs? En gros, c'est le premier flic de France, Gérald Darmanin, qui explique que c'est aussi la responsabilité des supporters et pas seulement de la police. La ministre des Sports elle-même a réagi, Madame Oudéa Castéra. S'il est établi qu'il y a des supporters qui ont été impliqués et que les rôles et les responsabilités permettent de l'établir de manière très claire et irréfragable, les clubs ne peuvent pas se désintéresser de ça. Alors, s'en désintéresser, c'est une chose, mais à qui la faute? C'est la question qui revient ce matin, Mathieu Zagrodzki. Qui peut être techniquement tenu responsable de ces débordements qui ont eu lieu manifestement en dehors du stade? D'abord les auteurs des jets de projectiles. Les premiers responsables juridiquement, ce sont les personnes qui se sont rendues auteurs de ces délits. Ensuite, sur la question de savoir si le club est responsable ou non, pour encore une fois différencier la responsabilité juridique de la responsabilité morale. Juridiquement, vous pouvez difficilement imputer quoi que ce soit à un club de football pour des événements qui se produisent sur la voie publique et pas dans le stade. Le club, il est responsable de ce qui se passe dans le stade parce qu'il est organisateur de l'événement. Là, on est sur quelque chose qui se déroule dans la rue, sur une voie de circulation. C'est pas vraiment le club qui est en charge de ça. C'est même l'État dans ce cas-là.
c'est l'État évidemment qui a la responsabilité de ce qui se passe dans la rue. Là, c'est un convoi qui est escorté par la police nationale. Le bus des joueurs et du staff lyonnais, il est escorté par un convoi de la police. Donc c'était à la police en fait d'assurer la sécurité des occupants de ce bus. Je le dis de manière un petit peu ironique parce qu'on peut aussi imaginer que nos forces de l'ordre, par les temps qui courent et dans le climat délétère qui est celui du pays, auraient mieux à faire que d'escorter des joueurs de foot qui viennent disputer leur propre match. Il y a eu une autre réaction, elle est intéressante. Je vous propose de la réécouter, Mathieu Zagrodzki. C'est celle d'un ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roland Courbis. Des quarts de joueurs de l'OL et de supporters ont été attaqués par des Marseillais, attaqués même caillassés. Votre réaction, Roland Courbis? Bonsoir. Bonsoir déjà. J'ai été surpris il y a 4 ou 5 jours d'apprendre qu'il y avait eu l'autorisation pour 600 supporters lyonnais de descendre à l'Olympique de Marseille. Les emmerdes, on les cherche ou on le fait exprès? Quand je vois ce qui s'est passé et que je sais qu'il y a eu 7 à 8 quarts de supporters lyonnais qui se sont fait caillasser, je pose la question suivante. Est-ce qu'il y aurait eu ces problèmes-là sans le déplacement des supporters? J'en doute. Ouais, alors si on suit la logique de Roland Courbis, est-ce qu'il y aurait eu ce genre de problème si on avait organisé un match ou si on l'avait pas annulé en amont pendant qu'on y est? Est-ce qu'on est capable en France d'organiser un match entre deux des équipes les plus populaires du pays sans qu'il y ait le moindre d'incident, Mathieu Zagrodzki? C'est vrai que c'est compliqué parce que c'était le premier déplacement lyonnais depuis plusieurs années, ça a été dit. Et c'est un peu alors peut-être pas une norme en France, mais c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Il y a tous les ans en fait des déplacements qui sont interdits par le ministère de l'Intérieur. Alors juste pour les auditeurs qui suivent pas forcément le football, un déplacement interdit, ça veut dire typiquement les Lyonnais n'ont pas le droit de se rendre à Marseille pour assister au match. Or, c'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres pays. En Angleterre, ça n'existe pas. Ce serait totalement considéré comme attentatoire aux libertés individuelles, à la liberté d'aller et venir. Et à côté de ça, je ne dis pas qu'il y a aucun problème en Angleterre, mais globalement, il n'y a pas d'incident aussi grave autour de déplacements. Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas que les déplacements qui posent problème. On peut revenir sur les différents incidents qui ont marqué le football français. Un pétard qui a été lancé juste à côté d'un gardien de but. C'était un match à Montpellier il y a quelques semaines. Le président de Montpellier avait fustigé d'ailleurs, je cite, les connards qui faisaient pourtant partie des supporters de son propre club. On peut revenir aussi à 2 ans auparavant avec l'invasion d'une violence extrême sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne au stade Geoffroy-Guichard lorsque le club a été relégué. Clairement, des ultras ont balancé des fumigènes en visant les joueurs responsables à leurs yeux de la descente. Il y aurait pu y avoir des morts ce soir-là. Une bouteille de cristalline balancée sur Dimitri Payet, c'était dans un Lyon au OM. Est-ce que ça se passe qu'en France ? Ça se passe pas qu'en France. Attention, il y a des incidents dans d'autres pays en Europe. En Allemagne, il y a aussi des incidents, même si on présente ce pays comme un modèle. Et c'est le cas, jusqu'à un certain point. Mais les supporters de Cologne, par exemple, ont commis des violences quand ils se sont rendus à Nice la saison dernière. Idem avec l'Eintracht Francfort quand il est venu à Marseille. Donc, c'est pas spécifique à la France. L'Italie aussi connaît des événements violents. Pardon, Mathieu Zagrodzki, mais vous le dites, des ultras de l'Eintracht Francfort ou de Cologne, en France, ont commis des violences. Est-ce que ces violences, on les voit, quels que soient les auteurs, en dehors du territoire français ? Oui, je peux vous donner d'autres exemples. En Allemagne aussi, il y a des incidents entre supporters, il y a de grosses rivalités. En Italie, il y a eu l'année dernière de très très gros affrontements entre napolitains et romains sur une aire d'autoroute. Après, là, dans les différents incidents que vous soulignez en France, ce qui marque, c'est que ça touche des acteurs du jeu. C'est que vous avez un jet de pétard contre le gardien de Clermont, à Montpellier, un envahissement de terrain à Saint-Etienne qui vise quand même assez fortement les joueurs. Il y a le jet de bouteille sur Dimitri Payet. Il y a aussi l'envahissement de terrain à Nice lors d'un Nice OM il y a 2 ans. C'était fin août 2021, si je dis pas de bêtises. Donc il y a cette dimension-là, c'est vrai, en France, où les acteurs du jeu sont pris pour cible. Je ne dis pas non plus que ça n'existe pas ailleurs, mais il y a cette dimension qui est quand même assez forte dans les incidents graves qu'on a observés ces dernières années en France. Et comment on explique cette différence alors que lorsqu'on regarde les images des matchs en Angleterre, où ça a été très violent dans le passé, eh bien les joueurs sont encore plus proches du public, à 1 ou 2 mètres des supporters. Parfois, ils pourraient même s'embrasser s'ils le voulaient. Personne ne lance des projectiles sur les joueurs en Angleterre.
Ouais, alors c'est toujours très compliqué de répondre à ce type de questions très comparatives où en fait il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de jeu. Moi, ce que je vois comme ça à première vue comme explication, c'est qu'en France on a beaucoup privilégié ces dernières années les sanctions collectives. Ouais. On ferme des tribunes par exemple. Il dilue la responsabilité. Et quelque part n'envoie pas de message précis aux auteurs même de ces actes. En Angleterre, vous avez beaucoup plus d'interdictions de stade individuelles qu'on en a en France. En France, il y a 200 interdits de stade. En Angleterre, il y en a quelque chose comme 1500, 1600. Alors, les affluences sont plus importantes en Angleterre, elles sont à peu près 2 fois plus importantes. Et malgré tout, en proportion, il y a beaucoup plus d'interdictions individuelles parce qu'on considère que la sanction collective, encore une fois, est attentatoire aux libertés individuelles et aussi est un échec. Et sauf que lorsqu'on entend les 2 ministres, Gérald Darmanin et Madame Oudéa-Castéra ce matin, on a l'impression que ce qui les démange, c'est une nouvelle sanction collective pour l'ensemble des Marseillais et pas seulement pour les auteurs. Oui, totalement. Et puis il y a ces propos qui visent beaucoup les clubs. Alors c'est pour ça qu'au tout début, je parlais de différence entre responsabilité juridique et responsabilité morale. Ce qui est parfois reproché au club, et je pense que c'est ce que les 2 ministres ont à l'esprit, c'est une forme un peu de connivence avec certains groupes de supporters, parce que ils participent à l'animation du stade, ils font partie de l'histoire de l'histoire du club, et ils estiment peut-être que parfois on leur a laissé passer trop de choses, ce qui fait que certains débordements perdurent. Ouais. Un autre mot quand même sur ce qu'ont fait certains Lyonnais, et je dis bien certains, dans la tribune visiteur. Ils sont quand même venus au stade alors que le match n'a pas eu lieu. On a eu quelques saluts nazis, on a eu des mimiques de singes en direction des Marseillais. On a vu aussi, alors rien à voir, mais alors pour le coup, on voit des gens qui brandissent des drapeaux tricolores français tout en faisant des saluts nazis. Donc c'est déjà une faute de goût énorme. Ces actes et ces dérapages ont été dénoncés très clairement par l'Olympique lyonnais ce matin. Est-ce que c'est une première ? Est-ce que c'est une première qu'il y ait des saluts fascistes ou nazis et des drapeaux français ? Non, alors ça a existé de manière beaucoup plus ample dans certaines tribunes françaises, notamment à Paris, à Boulogne, dans les années 80-90. Lyon aussi, c'est quelque chose qui est relativement ancien. Disons qu'on y porte plus attention aujourd'hui, alors que le phénomène a plutôt diminué par rapport à ces époques-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il ne faille pas le traiter. D'ailleurs, Lyon, vous l'avez dit, a dénoncé, mais a aussi demandé les bandes vidéo pour essayer d'identifier les auteurs. Alors, il y a une rivalité entre Lyon et Marseille, alors qui remonte, on va dire, aux années 2000, quand les 2 clubs étaient à peu près au même niveau sportivement, et Marseille régulièrement venait contester la suprématie lyonnaise, qui était très forte en Ligue 1 à ce moment-là. Il y a cette différence un peu, que je qualifierais un peu de culturelle, c'est-à-dire Lyon, il y a cette revendication d'être, pour certains supporters, encore une fois, d'être une tribune identitaire, spécifiquement française, là où les tribunes marseillaises sont beaucoup plus diverses. Et puis il y a le contexte actuel qui joue forcément, c'est que dans les tribunes marseillaises, dans le virage nord, on a vu énormément de drapeaux palestiniens. Et je pense qu'il y a aussi une part de provocation du côté des Lyonnais de dire voilà, vous revendiquez d'une identité étrangère, nous on se revendique français. Voilà, c'est un jeu de provoque et de rivalité dans les tribunes. Et puis il y a toujours eu entre supporters, sauf que là, ça prend un aspect politique, malgré tout. Absolument. Et c'est peut-être ça qui explique aussi le déferlement de violence auquel on a assisté hier, venant pour le coup des Marseillais. Bien entendu, c'est toujours une spirale, et je le répète toujours. La provocation, le chambrage, l'insolence, ça fait partie du foot. C'est le jeu, c'est pas un sport aseptisé, et on a le droit d'apprécier ça. La limite, c'est l'infraction pénale. C'est, comme vous le dites, les propos ou les gestes racistes. Ce sont les agressions contre les joueurs et contre des supporters. Et c'est vrai que il y a un petit peu un sentiment chez certains supporters que la violence fait aussi partie du jeu, alors que ça ne devrait absolument pas être le cas, ça ne devrait jamais être le cas. Effectivement. Merci Mathieu Zagrodzki. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au CESDIP spécialisé dans la sécurité intérieure. Restez... Sud Radio André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Faire, en tout cas, dans certaines villes piétonnes, dans certaines rues piétonnes du centre-ville de la ville de Lille, la cohabitation difficile entre les cyclistes d'une part, les automobilistes toujours, et les piétons. On va en parler avec notre deuxième invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Christian Bachu. Bonjour à vous.
Et bienvenue sur Sud Radio, secrétaire général de 60 millions de piétons. Je le disais, à partir du mois de novembre, certains cyclistes qui circuleront dans des rues piétonnes du centre-ville de Lille se verront verbalisés de 35 € d'amende. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le représentant des piétons que vous êtes, Christian Machu ? Disons que c'est une nouvelle qui, oui, on peut la qualifier de bonne. En tout cas, il y a des réglementations en matière de rue piétonne pour ce qui concerne la circulation de tous les véhicules. Et donc, tous les véhicules, y compris les vélos, sont invités à rouler au pas, c'est-à-dire grosso modo à 4 km/h, et pour se rendre à une destination finale qui est l'aire piétonne. Et bien sûr, l'aire piétonne ne doit pas être utilisée comme une piste cyclable, et c'est probablement la difficulté qui se produit à Lille, mais pas qu'à Lille, à Agen et à d'autres villes, où en fait le cycliste est un petit peu livré à lui-même dans un espace où il y a beaucoup de piétons, et ça crée effectivement des conflits. Ça crée des conflits, effectivement. Vous citiez Agen et Nice, qui sont deux autres villes à avoir pris le même genre de mesures, c'est-à-dire en tout cas interdire à certaines heures et dans certaines rues la circulation au vélo. C'est un petit peu paradoxal parce que quand même ça fait près de 20 ans qu'en France on construit des pistes cyclables absolument partout dans les centres-villes des grandes métropoles, et en même temps aujourd'hui on se retrouve à interdire les cyclistes de certaines zones. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la cohabitation entre les piétons et les cyclistes n'est pas possible, c'est un échec ? Non, c'est pas. On peut pas dire que c'est un échec. Et je pense qu'il y a probablement un changement dans le public cycliste converti au vélo, qui probablement pose des problèmes de comportement et peut-être de méconnaissance du savoir-faire du vélo. Oui. Méconnaissance aussi du feu rouge. On peut le constater à peu près tous les jours dans les grandes villes. Et de surcroît, on a accordé beaucoup de facilité aux cyclistes au regard de leur circulation. On les a autorisés à franchir les feux rouges dans beaucoup d'endroits. On les a autorisés à remonter les sens uniques. Donc, on leur a donné on leur a envoyé un message qu'ils pouvaient prendre une certaine liberté vis-à-vis des règles du code de la route, et ça c'est vraiment un vrai souci. Et j'ajoute, puisque nos associations cyclistes nous disent oui, mais c'est moins dangereux qu'une voiture, il n'empêche que peut-être que cette information ne vous a pas échappé, le maire de Neuilly s'est retrouvé à l'hôpital pas plus tard qu'il y a 2 jours, heurté par un cycliste sur le trottoir. Et on retrouve des pistes cyclables sur le trottoir. Ça c'est un vrai problème, puisque si on met des pistes sur les trottoirs, on envoie un message aux cyclistes qu'ils peuvent circuler finalement sur les trottoirs. Et un piéton heurté à 20 km/h par un vélo, eh bien voilà. On va pas vous faire un dessin, c'est évidemment extrêmement dangereux. Mais ça pose quand même une question, Christian Machu. Vous l'avez dit vous-même, certains cyclistes, et j'insiste bien sur le certain, semblent méconnaître quand ils sont à vélo le code de la route. Mais on n'a jamais vu un cycliste perdre des points sur son permis de conduire pour avoir violé le code de la route. Quelles sont les sanctions auxquelles il s'expose, et surtout, est-ce qu'elles sont vraiment appliquées ? Là, je ne saurais vous dire par rapport à. Je dirais que c'est la politique municipale qui intervient. Alors, je vais reformuler ma question pour vous. Dans ce cas-là, puisque vous êtes piéton, notamment, pas que, j'imagine, quelles sont les sanctions que vous aimeriez voir prises contre ceux des cyclistes qui ne respectent pas le code de la route et mettent les piétons en danger ? Je prends l'exemple de la ville de Paris, qui a aussi de gros soucis en la matière, et d'ailleurs qui a pris des dispositions tout à fait nouvelles depuis cette année, puisqu'elle a mis en place un code de la rue, elle va mettre en place un plan piéton, et elle a commencé effectivement à faire des campagnes de verbalisation des cyclistes qui franchissaient les feux rouges, là où ils ne sont pas autorisés à les franchir. Donc, nous regrettons que l'on ait recours à la verbalisation. Je crois que c'est probablement pas la bonne voie pour l'éducation. Mais enfin, à un moment, il faut bien passer par là. S'il n'y a pas d'autre solution que d'en passer par là, eh bien, il faut le faire. En tout cas, pour que tout le monde puisse traverser la route ou la rue en sécurité, piétons, cyclistes et automobilistes. Merci, Christian. Oui. Je me permets d'ajouter que, en fait, si effectivement les vélos
paraissent moins agressifs qu'une voiture. Pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ils ont effectivement une très grosse difficulté à percevoir et à entendre un vélo par rapport à une voiture. Exactement. Et donc, on a des témoignages de personnes âgées qui n'osent plus sortir de chez elles avec cette montée en puissance du vélo. Et en tout cas de l'incivilité de certains cyclistes, il faut bien le dire. Merci Christian Machu, secrétaire général de 60 millions de piétons. Allez, restez avec André Berkoff, envoyé spécial en Israël. Berkoff dans tous ses états, dans un monde dans tous ses états. Bonjour André Berkoff. Oui, bonjour. Ça va, il fallait me prendre tout de suite, simplement, vous savez, je suis dans une circonstance exceptionnelle, et quand j'ai appelé, c'est un peu embêtant, il fallait me prendre tout de suite parce qu'on est vraiment dans une situation pas facile. Je suis pas dans un bureau, je suis dans un bus blindé, j'arrive à vous parler. Alors, bon, rapidement, je suis à Sderot, on est à 3 km de Gaza, et devant nous un terrain vague, et on nous a dit, c'est pas un terrain vague, c'était l'ancien bureau de police, bureau de la police, 400 mètres carrés, qui a été détruit par des missiles, bien sûr. Et ce matin, Jean-Marie, on était au Farim, dans un petit village où il y a eu 35 morts suite au pogrom perpétré par le Hamas. Vous savez, voilà, et ça a été, vous savez, on a vu des maisons détruites, on a vu des... Enfin, c'est assez terrifiant, et surtout, ce qu'il faut dire, parce qu'on a rencontré beaucoup de gens hier, on n'a pas l'impression que ça, on se dit, bon, c'est quelque chose, c'est terrible, il y a eu des moments atroces et tout, mais en fait, je ne sais pas si c'est un 11 septembre, mais c'est très, très, très mal vécu. C'est-à-dire que les Israéliens eux-mêmes le disent, ils vivaient sur une espèce de tranquillité où il y avait le Hamas, il y avait les missiles, bien sûr, qui tombaient, mais ça, ils ne s'attendaient vraiment pas du tout à cela, et je crois que beaucoup de comptes vont être réglés après sur le renseignement, sur la manière dont Israël s'est fait surprendre, Jean-Marie, voilà. Oui. Alors je vous propose qu'on y aille point par point, André Berkoff, tant que vous arrivez à rester en ligne avec nous, de toute façon, parce qu'on a quand même la chance de vous avoir, je le rappelle, en direct sur Sud Radio, envoyé spécial à Sderot. On est à quelques kilomètres de la bande de Gaza, à Sderot, ville qui a été envahie par les soldats du Hamas, les terroristes du Hamas le 7 octobre. Beaucoup d'Israéliens ont été massacrés dans cette ville le 7 octobre dernier. D'abord, et c'est important d'en parler, André, comment les habitants ici réagissent aux images d'actes antisémites et de manifestations antisémites qu'on peut observer un peu partout dans le monde, y compris en Russie hier, où une chasse aux Juifs s'est organisée dans un aéroport au Daghestan. Oui. Alors je vais vous dire en 2 mots, ils sont au courant. D'abord, ils se sentent. Alors je vais vous dire, ils se disent. En gros, ce qu'on a entendu, où est l'Occident, que fait l'Europe, et on se sent seul, et on sent que de plus en plus, et depuis toujours, on se débrouille seul, même si on a de l'aide, et on se sent seul. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une espèce de campagne énorme. En tout cas, c'est le ressenti qu'ils ont eu. Le ressenti qu'ils ont eu, c'est qu'on ne peut compter que sur nous. On va compter sur nous, mais il y a eu un très très gros réveil, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de, vous savez, de se dire, bon, il y a les accords d'Abraham, ça va changer, les choses vont continuer. On va rappeler ce que c'était que les accords d'Abraham, d'ailleurs, ce sont des accords historiques parrainés par les États-Unis qui ont entraîné la reconnaissance, c'était historique, d'Israël, notamment par les Émirats Arabes Unis, mais aussi par le Maroc un petit peu plus tard. Ils s'attendaient, en d'autres termes, à ce que la paix s'instaure, alors que c'était pas du tout le cas. Ils pensaient que c'était parti pour. Ils ne pensaient pas que tout le monde allait s'embrasser, loin de là, mais ils pensaient que pour... Mais vous savez, Jean-Marie, juste un mot, quand vous arrivez, c'est intéressant déjà, vous arrivez à Tel Aviv, l'aéroport de Tel Aviv, eh bien, je n'ai jamais vu ça dans aucun pays, l'aéroport est vide, il n'y a que les avions d'El Al, toutes les compagnies aériennes mondiales ne sont plus là. El Al, c'est la compagnie aérienne israélienne. Israélienne, voilà. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, et surtout, on a entendu hier 2 sons d'Israël. Et on a entendu quelqu'un d'un kibbutz tout près de la frontière, où il y a eu des assassinats, où il y a eu des meurtres et tout ça. Mais il dit, on espère, on va y arriver. Et un autre après qui a dit, écoutez, arrêtons de rêver, arrêtons l'angélisme, on ne peut pas, pour le moment, peut-être on verra dans 10 ans ou dans 50 ans, mais en tout cas le ressenti c'est qu'ils veulent nous tuer,
Ils veulent éradiquer Israël, ils veulent nous exécuter, et c'est ressenti comme ça. Hein. Et alors quand ils vous disent, j'ai entendu. Bien sûr, et quand ils vous disent on va y arriver, mais arriver à quoi concrètement, André Berkoff? Pour eux, ils disent tant que le Hamas dirigera Gaza, il n'y a rien à faire. En tout cas, ceux qu'on a vus, ils disent écoutez, on ne peut pas parce que demain ça va recommencer et on en a marre que ça recommence tous les 6 mois. Et là, surtout, il y a eu cette histoire. Vous savez, tout le monde a vu les images, et notamment les images, vous savez, qu'on a envoyées, que les terroristes, en tout cas, envoyaient en train de violer quelqu'un et envoyer ça, l'image aux parents, etc., etc. C'est-à-dire, ça a été ressenti. Vous savez, il y a 2 choses. Il y a d'abord l'imaginaire, je veux dire, de tout ce qu'il y a eu avant, toute l'histoire, hein, qui revient pour eux, encore une fois, à tort ou à raison, mais c'est ressenti comme ça, et ils se disent, voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Et on voit très bien aujourd'hui, là, on est passé, c'est-à-dire que, alors, il y a une chose intéressante, dans notre hôtel d'Anne à Tel Aviv, nous avons énormément, il y a 80 000 Israéliens qui sont actuellement dans les hôtels de Tel Aviv, de Haïfa et ailleurs, qui ont quitté les kibboutz et qui ont quitté les villes, y compris la ville de Sderot. Parce qu'ils se sentent plus en sécurité à Tel Aviv, c'est ça? Voilà, et ils se disent de toute façon, vous savez, pour les vieux, beaucoup sont là, mais beaucoup sont partis, les vieux, les familles nombreuses, etc. Et ils sont dans les hôtels, et on sent une espèce de, je dirais pas de lassitude, mais de dire, est-ce que ça va durer encore comme ça longtemps? Et c'est ressenti très fortement. Et encore une fois, on a vu, là je vous dis, je suis devant une espèce de terrain vague, immense terrain vague, qui était le poste de police de Sderot, complètement détruit, les maisons éventrées, et puis, je dis, des traces de sang, enfin bon, tout ce qui peut exister à ce moment-là. Il y a en tout cas quelque chose qui est là, c'est quand on a connu Tel Aviv, etc., là c'est très très calme, il n'y a pas de couvre-feu, mais c'est très calme, et on est dans un bus blindé pour vous dire, voilà, il y a vraiment beaucoup de précautions qui sont prises, et surtout, on sent que pour le moment, vous savez, il y avait des travailleurs thaïlandais, qui ont été massacrés aussi dans un kibboutz. Voilà, et il y avait aussi, Jean-Marie, beaucoup de travailleurs gazaouis. Ce qu'il faut savoir aussi, je veux vous dire, que les kibboutz les plus touchés étaient les kibboutz qui étaient tenus par des travaillistes, par des pacifistes. Ils disaient, oui, la paix est possible, etc. Ils nous l'ont dit, et ce sont eux qui ont été les premiers attaqués et les premiers massacrés. C'est-à-dire que les kibboutz en haut de Gaza, de la frontière, étaient des juifs qui voulaient la coexistence. Et les enfants qui dansaient dans une rave party étaient probablement beaucoup plus progressistes aussi que le gouvernement israélien du moment. Totalement. C'est plutôt, tu sais, des bobos, des jeunes qui venaient là. Et là, ça a été la surprise totale. Et comment ça va tourner, je ne sais pas si vengeance ou pas vengeance. En tout cas, incroyable résolution, c'est-à-dire que, par exemple, les grands-parents s'occupent des petits-enfants. Une mobilisation de 300 000 Israéliens sont mobilisés là. Il y a en tout cas un sentiment, plus que jamais, on ne peut compter que sur nous, on n'a pas le choix, et ils retrouvent la mentalité forteresse que vraiment ce qui s'est passé le 7 octobre leur a amené, c'est pas une piqûre de rappel, c'est une espèce de coup de machette de rappel. Oui, effectivement, ça paraît logique. Autre aspect, parce que c'est important de le souligner malgré tout, André Berkoff, on a reçu beaucoup de militaires qui étudient les opérations de Tsahal qui a commencé à rentrer dans la bande de Gaza et y rester pour l'instant. Est-ce qu'on croit vraiment en Israël à une solution militaire contre le Hamas, qui est imbriqué dans la population civile, qui est dans des souterrains et qui impose une guerre qui ne peut coûter que des victimes civiles et donc aggraver la haine du peuple palestinien contre Israël? Alors, c'est tout le problème. Et puis, vous savez que une partie des états-majors du Hamas est sous l'hôpital Al-Shifa et sous des hôpitaux. Enfin, il faut voir ça aussi. Mais leur problème, c'est qu'ils disent, eux ils disent, écoutez, si on ne fait pas ça, bien sûr qu'il va y avoir, et ils savent très bien qu'ils vont perdre des vies dans Gaza, ils ne sont pas chez eux, et eux ils disent, écoutez, nous, on ne veut pas de Gaza, on est parti en 2005 de Gaza. On aurait essayé, on aurait rêvé de faire des choses avec Gaza, Gaza, ils nous l'ont dit comme ça pour vous dire, on aurait aimé que Gaza devienne un Singapour, ils ont tous les avantages et toutes les possibilités de le faire. Bon, c'est pas ça. Ils nous ont montré que, en fait, alors, si vous voulez, c'est le sentiment, en tout cas,
très fortement ressenti depuis que je suis là. Ils vous disent, écoutez, c'est très simple. Ce que vous n'avez pas compris, vous, en Occident, et ça va vous arriver à vous, disent-ils, encore une fois, ils veulent nous éradiquer. Ils veulent que tout ce qui n'est pas islamiste radical ou charia, ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de nous, et ben nous, on va se défendre et on ne va pas accepter ça. Alors, jusqu'où ça va aller, et effectivement, en vie humaine, et comment c'est mesuré, et quel est le prix, on ne sait pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, Jean-Marie, ce qu'on sent jusqu'ici, c'est que ça va durer, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter dans quelques jours. C'est pas un cessez-le-feu, c'est visiblement quelque chose qui va durer. Alors comment, quand, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de très fort aussi, c'est l'incroyable solidarité. Évidemment, ça s'est organisé partout, puisque je vous rappelais que les travailleurs thaïlandais ont quitté le pays suite ils ont été massacrés aussi, et enfin certains en tout cas. Donc voilà, c'est très difficile à dire. Moi je crois que ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est qu'on sait très bien qu'à la fin des fins, il devrait y avoir un État palestinien aux côtés de l'État israélien. Mais est-ce qu'ils pourront vivre en paix et comment? Mais on ne voit pas d'autre solution. Simplement, cette solution-là, elle est aujourd'hui, il faut le dire, hélas, du ressort plus de l'utopie que de la réalité, je ne dis même pas immédiate, mais la réalité prochaine. Et l'heure est au sang et aux larmes, mais pas encore à la paix. Autre question, alors elle est peut-être politiquement incorrecte, mais c'est important de la poser, André Berkoff. Il faut le rappeler d'abord, plus de 30 Français sont morts le 7 octobre lors du pogrom perpétré par le Hamas en Israël, ce qui fait de cette attaque l'attentat le plus sanglant pour notre pays depuis le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. Plus de 30 Français sont morts, des centaines de Franco-Israéliens habitaient dans ces zones. Souvent, ils ont quitté la France pour Israël en se disant on sera davantage en sécurité en Israël qu'en France où on ressent l'antisémitisme. Est-ce que certains d'entre eux regrettent finalement d'avoir quitté la France? Alors là, je ne les ai pas rencontrés. Je pense que on en va rencontrer demain et je vous dirai ça demain. En revanche, il faut que je vous ajoute, Jean-Marie, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez bien raison de le rappeler. Hier, nous avons entendu quelqu'un qui est quelqu'un du renseignement, mais du renseignement privé. Il a été au ministère de la Stratégie. Il a dit, pour nous, il y a deux effondrements. D'abord, on croyait le renseignement israélien invincible, mais il s'est révélé absolument, là-dessus en tout cas, défaillant. Nous avons pensé que où était l'armée israélienne pendant quelques heures. C'est un directeur israélien de la santé, où était l'armée israélienne pendant 5 heures. Il dit il y aura à rendre des comptes, mais là, il y a eu un effondrement, en tout cas. Il dit il y a un effondrement de la croyance en l'invincibilité d'Israël. Chez les Israéliens, en tout cas. Et c'est un tournant majeur. Et c'est très très fort. Et deuxièmement et surtout, il y a un effondrement y compris chez les progressistes, de dire on va coexister. Ils pensent que ce sera, il dit tant qu'il y aura le Hamas qui veut notre éradication, disent-ils, qui veut absolument éliminer toute présence non islamiste, non oumma, etc. sur la terre du Moyen-Orient, et ben ça, il n'est pas question de laisser faire et nous ne laisserons jamais faire. Et ils pensaient, c'est-à-dire que les partisans de la coexistence aujourd'hui sont devenus plus rares, quoi. Voilà, il faut le dire. Autre question, c'est important de la poser. On est sur Sud Radio, parlons vrai. Beaucoup de Gazaouis, de Palestiniens qui sont pas nécessairement islamistes, on en a eu, y compris en direct sur Sud Radio, soupçonnent Israël de vouloir recoloniser la bande de Gaza et de vouloir chasser les Gazaouis pour y peupler ces terres d'Israéliens. On dit le contraire. Mais justement, c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que les Israéliens attendent de l'entrée de leur armée dans la bande de Gaza et surtout, est-ce qu'ils veulent qu'elle y reste? Non, surtout pas. Ils veulent d'une manière ou d'une autre éradiquer, en finir avec le Hamas. C'est vraiment ça, ils vous le disent sur tous les temps, sur tous les temps. Est-ce qu'ils arriveront? Ça, je ne sais pas. En finir avec le Hamas et donc en repartir. Voilà, exactement. Absolument. Il est hors de question, ça ils nous l'ont vraiment réaffirmé, de rester, d'occuper Gaza. Est-ce que vous avez pu croiser par ailleurs, il y en a 2 millions, on en parle très peu, mais il y a au moins 2 millions d'Arabes israéliens qui sont citoyens israéliens, concrètement, souvent qui sont musulmans? Ça, pas encore, mais je vous le dirai demain. On va en voir demain. C'est prévu au programme. Soyez prudents, André Berkoff. Je rappelle que vous serez envoyé spécial pour Sud Radio jusqu'à mercredi inclus depuis Israël, tout près de la bande de Gaza. Faites quand même attention à vous. Et puis on continuera à recueillir votre témoignage. Berkoff sur le front. Merci à vous et merci à l'équipe. Et
toujours. L'équipe de Berkov dans tous ses états, qui est toujours avec nous. On la remerciera bien entendu. Vous écoutez Sud Radio 0826 300 300. On va vous donner la parole d'ici 14h, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de la montée de l'antisémitisme qu'on observe dans toute l'Europe, y compris en France, mais plus encore d'ailleurs dans d'autres pays? On peut en parler. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la suite de l'impact de ce conflit sur la société française? On va en parler avec vous. On vous donnera la parole jusqu'à 14h. Mais Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et dans le face-à-face, aujourd'hui, Jean-Marie Baudry, vous recevez Thierry Coste, conseiller de la Fédération nationale des chasseurs et auteur de ce nouveau livre, Dans le plan secret de nos élites contre le monde rural. C'est aux éditions Plomb. Bonjour Thierry Coste. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors Thierry Coste, sans transition, on est passé d'une campagne militaire à la campagne tout court. Le plan secret de nos élites contre le monde rural. Tout ce que vous avez vu depuis 30 ans. Alors je vais rappeler d'abord à ceux qui nous écoutent qui vous êtes. Vous êtes lobbyiste, c'est votre métier. On peut le dire ainsi. C'est mon métier. Vous êtes l'homme qui a poussé Nicolas Hulot à démissionner parce qu'il était ministre de l'Environnement. Il a découvert que vous étiez présent à une réunion, il ne l'a pas supporté. Et chez nos confrères du service public, il a décidé de quitter son poste. Vous avez fait beaucoup de choses depuis 30 ans. Vous le racontez dans votre livre et on va le raconter. Mais d'abord, quand même, je le disais, vous êtes lobbyiste. Vous avez parlé à l'oreille de presque tous les présidents de la République depuis François Mitterrand, exactement. Et vous publiez un livre, Le plan secret de nos élites contre le monde rural. On a quand même envie de vous dire, vous êtes gonflé, parce que le propre d'un lobbyiste, c'est d'agir en secret, en tout cas en coulisses. Et le propre d'un lobbyiste qui travaille avec les présidents de la République, c'est donc de faire partie de l'élite. Et pourtant, vous publiez ce livre en disant qu'il y a un plan secret de nos élites. Mais vous en êtes de nos élites ? Je suis pas sûr que j'en sois. J'ai la chance de côtoyer des gens puissants, mais hélas, j'ai fait le constat de mon impuissance. C'est-à-dire que vous avez beau parler à l'oreille des présidents, il y a une technocratie dans ce beau pays, à un niveau européen comme au niveau national, qui fait que, quel que soit ce que vous puissiez dire, ça bloque en dessous. Si on a un pays avec 400 000 normes pour gérer la vie quotidienne des gens, que ce soit à la ville ou à la campagne, mais à la ville c'est beaucoup plus conséquent parce que les entreprises sont plus petites, la distance est plus grande, la mobilité est une urgence. Résultat, effectivement, je peux constater depuis 30 ans que mon vrai combat, c'est pas de parler au président de la République, non, c'est d'arriver à faire en sorte qu'un arbitrage aille jusqu'au bout, jusqu'au dernier kilomètre. C'est que l'accord qu'on vous a donné soit suivi dans les faits. Et généralement, il ne se traduit pas ou il est déformé, ce qui est pire, puisqu'effectivement, on a une technocratie. Alors, dans les élites, je suis assez large quand même. Ouais, Il faut reconnaître que parfois, certains syndicats, professionnels ou autres, ou salariés, veulent que rien ne bouge. Or, nous, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les gens, moi j'ai été agriculteur 10 ans, je suis un passionné du monde rural, je vis toujours à la campagne. Vous êtes franc-comtois ? Je suis franc-comtois, expatrié en Provence, donc je suis dans le sud, et je m'y sens bien dans le Haut-Var, mais honnêtement, j'ai passé ma vie à combattre la mauvaise application de ce que les politiques ont décidé. Comment c'est possible qu'on complique la vie quotidienne des gens dans les campagnes comme ça? Et justement, on va en parler de ces petites complications. On va parler aussi de tout ce que vous avez pu voir et entendre avant ça. Et justement, pour bien camper les termes de ce débat qu'on va avoir, ou plutôt de cet entretien, quelle est votre définition de la campagne? À partir de combien d'habitants un village est un village et non pas une ville? Alors, on dit 2000 habitants. Ouais. Mais faut être honnête, ça dépend des endroits. Franchement. Parce que d'abord, c'est beaucoup plus large que ça pour une raison toute bête. C'est que quand vous habitez, vous travaillez en ville, vous pouvez y habiter, mais vous avez des amis qui viennent travailler, qui habitent à 10 km. Quand il y a une vraie permanence une vraie transparence entre les individus, même une ville de 5000, c'est toujours une petite ville avec tous les problèmes de mobilité qu'il peut y avoir. En fait, la campagne, c'est d'abord et avant tout un problème de distance. Distance pour tout. Pour amener les enfants, pour aller acheter, pour avoir des services publics. Parents pour aller en soirée dans un autre village. Voilà. C'est la distance qui fait la différence et qui engendre quand même une perception assez différente de la vie au quotidien. Et on n'a pas forcément les mêmes urgences. Avec quel président de la République vous avez travaillé? Quel parti politique vous avez aidé à monter? Quels autres vous avez d'ailleurs poussé à redescendre? On va parler de vos souvenirs dans quelques minutes, et ce jusqu'à 14h. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous êtes campagnards? C'est un beau mot, campagnard. Ben, appelez-nous, tiens. 0826 300 300. C'est quoi les tracasseries qu'on vous impose? Venez témoigner et venez débattre d'ailleurs avec Thierry Coste. On va se retrouver dans quelques instants, dans quelques
quelques minutes, plutôt juste après les infos de 13h sur Sud Radio. À tout de suite. Et on poursuit le face-à-face avec notre invité Thierry Coste, auteur de ce livre, Le plan secret de nos élites contre le monde rural. C'est publié chez Plomb. Tout ce que j'ai vu depuis 30 ans, nous dit Thierry Coste, lui qui est lobbyiste, notamment conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Combien de présidents vous avez bien connus ? J'ai commencé avec François Mitterrand. 5. J'ai commencé avec François Mitterrand parce que j'avais identifié. Je ne connaissais pas le conseiller général de mon canton, ni même le député. On disait conseiller général à l'époque. Voilà. Mais il y avait des grands feux dans les Cévennes et j'avais appris que François Mitterrand était très sensible au sujet des arbres. Et donc, je lui ai fait une proposition par un intermédiaire que je connaissais à peine et ça a marché. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit que c'était pas mal d'être proche des présidents de la République parce que ça pouvait simplifier les choses. 30 ans plus tard, je me dis, ça suffit pas du tout. La preuve, c'est que le monde rural est maltraité parce qu'il n'est pas assez influent. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que vous n'êtes plus proche des présidents ou du président de la République, mais ça on en parlera un peu plus tard. Vous l'expliquez d'ailleurs en toute transparence assez longuement dans cet ouvrage. Quel était le président dans ceux que vous avez connus qui était le plus sensible à la cause rurale ? Ah, c'est Emmanuel Macron, de sources sûres, bien au-delà de la chasse, hein. Mais quand même, entre guillemets, un président entravé à la fois par les circonstances, les gilets jaunes, qui sont quand même la conséquence de tout ce qu'on n'a pas fait pendant 20 ans et qui a provoqué la colère de bon nombre de ruraux, mais en même temps, le Covid et l'Ukraine. Dans les faits, même Emmanuel Macron est tout autant entravé que les autres par cette technocratie qui rêve quand même d'un monde sans humains dans nos campagnes. On va revenir d'ailleurs à cette fameuse technocratie. Mais c'est vrai, j'espère que tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio sont bien accrochés. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément Emmanuel Macron, en tout cas qui nous écoutent à l'époque, d'habitude à cette heure-là. Vous avez choisi un chapitre qui s'intitule, tenez-vous bien les amis, Emmanuel Macron, provincial et rural assumé. Si on demande à tous ceux qu'on croise dans la rue, je pense que personne n'imagine Emmanuel Macron comme quelqu'un de rural et même de provincial. Bien sûr, mais alors pourquoi ? Moi, je dis ouvertement ce que je pense. J'ai la chance d'avoir côtoyé 5 présidents. Donc, je peux témoigner de façon, non pas en ayant lu quelque chose dans la presse, mais en ayant vécu et accompagné ces 5 présidents. Je fais le constat. Dans beaucoup de cas, que ce soit Chirac, Sarkozy ou un peu Chirac, François au salon Hollande, de l'agriculture, où le député de la Corrèze était moins provincial qu'Emmanuel Macron. Mais c'est un leurre. Jacques Chirac s'intéressait à l'agriculture, point. 9 personnes sur 10 qui vivent à la campagne ne sont ni chasseurs ni agriculteurs et voudraient qu'on s'occupe de leur vie quotidienne. Mais Jacques Chirac ne s'intéressait pas, sauf en Corrèze, ne s'intéressait pas à la politique rurale. Nicolas Sarkozy non plus. Qu'il y ait une stratégie à la fois électoraliste et de passion pour certains, pour le monde agricole. Mais le monde agricole, ce n'est pas le monde rural. C'est une partie du monde rural. Alors, je peux en témoigner, puisque parfois, j'ai fait croire que le lobby de la chasse était un bon porte-parole du monde rural. Mais je dis toujours... J'ai fait croire, dites-vous. Voilà. C'est donc que c'était faux. Non, mais ça veut dire que 9 personnes sur 10 ne s'intéressent ni à l'agriculture ni à la chasse. Donc, il faut s'intéresser à la vie quotidienne d'un tiers de nos habitants de ce beau pays et beaucoup de touristes qui viennent consommer. Mais s'il n'y a plus de gens qui vivent et travaillent à la campagne pour accueillir les touristes, il n'y a plus personne, que les touristes soient français ou étrangers. Donc ce que je dis, oui, c'est vrai, je ne chasse pas sur des terres faciles. La preuve, c'est que j'ose dire ouvertement qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas été des défenseurs du monde rural, presque jamais, ou jamais, et que d'autres le sont, alors qu'on aurait l'impression qu'ils sont encore banquiers et bobo urbain. Banquier et bobo urbain, en tout cas, c'est l'image qu'a Emmanuel Macron, c'est celle qu'il avait auprès des Gilets jaunes, dont vous avez parlé à l'instant. On va reparler de vos ambitions, en tout cas pour la représentation du monde rural en politique, on parlera même des élections européennes. Avant ça, revenons sur vos différents souvenirs. Vous êtes lobbyiste, vous avez employé ce mot, j'ai fait croire parfois que la chasse était un bon porte-parole du monde rural. Il y a d'autres choses que vous avez fait croire, et vous le dites vous-même dans ce livre, c'est pour ça que c'est très bien qu'on puisse en parler. Ceux qui nous écoutent et qui ont voté aux différentes européennes se souviennent de ce parti chasse, pêche, nature et tradition. Vous le dites vous-même, vous avez construit son programme à ce parti. Son programme rural, pas chasse. C'était un programme rural. Il n'y avait pas de CPNT sans Thierry Coste.
Oui, j'étais certes très très proche, mais l'analyse était simple. C'était qu'il fallait qu'on traite correctement ceux qui ont une passion rurale. À cette occasion-là, le thermomètre, on en reparlera pour l'année prochaine, le thermomètre était utile, c'est-à-dire qu'on maltraitait beaucoup, non seulement les chasseurs, mais les élus ruraux. CPNT et donc, était utile CPNT a été utile, donc j'en suis devenu le conseiller politique, et lorsque CPNT n'a plus été utile, je me suis occupé de le débrancher. Voilà, alors c'est même plus que ça. C'est une page plus loin dans votre livre. Je vous cite: par goût du travail bien fait, j'ai conduit toutes les polémiques contre CPNT et ses dirigeants en se rasant le matin. Le pauvre Jean Saint-Josse, qui était la figure du parti, entendait ma voix chez nos confrères de France Bleu Béarn, et quand il parcourait son journal préféré Sud-Ouest, il tombait sur une interview qui lui gâchait son café. Vous les avez plus que débranchés, vous les avez détruits après? Écoutez, la règle était simple, y compris avec Jean Saint-Josse, c'est qu'on n'allait pas faire un parti politique des chasseurs comme il y a un parti politique écologiste. La réalité, c'est que quand un parti politique est centré sur un sujet et qu'il fait de la politique politicienne, il fait tout sauf s'occuper du sujet. Donc l'idée, c'était d'avoir un bon marqueur. Résultat, Jean Saint-Josse a fait un score brillant, y compris à la présidentielle de 99. Oui, mais y compris avec 6,73, mais après 4,3 à la présidentielle, ce qui est énorme. Quand on voit juste ce qu'a fait Yannick Jadot l'année dernière avec 4,70. C'était une autre époque, 2002, c'est là qu'il y avait l'électorat était le plus éparpillé, mais vous avez raison. Oui, mais en même temps, il n'y avait pas de communication et tout le monde parlait non pas du maire rural qui était Jean Saint-Josse, mais on parlait de la liste chasseur. On a toujours cette tendance à marquer. La chasse, c'est un mode de vie, mais les gens qui chassent vivent à la campagne, dans 80% des cas. Ils sont minoritaires à la campagne. Ils ont besoin d'avoir une école, une épicerie et d'avoir des services publics et surtout d'avoir un travail. Donc effectivement, je ne suis pas un petit saint, c'est pas vraiment l'étiquette qu'on peut me coller, et donc quand je fais un boulot, je le fais jusqu'au bout. L'objectif, c'était dans ces cas-là que la droite revienne au pouvoir et que les écologistes quittent le pouvoir. Une fois que les écologistes avaient quitté le pouvoir, c'était bien. Vous n'aviez plus besoin de Jean Saint-Josse et donc vous avez tué son parti. Voilà. Sauf que, faut être honnête, je me suis trompé sur la perception de Jacques Chirac, qui tout de suite après a inscrit le principe de précaution dans la Constitution, a désigné des ministres qui étaient très écolos, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, dont je parle dans le livre. Donc en fait, effectivement, les ruraux, on est toujours un peu les dindons de la farce. Oui, et vous avez montré qu'il ne fallait pas, en tout cas, vous décevoir. Est-ce que c'est vous qui avez trahi, de votre point de vue, Jean Saint-Josse et Chasse, Pêche, Nature et Tradition, ou est-ce que c'est le contraire? Non, mais il y avait un accord. Jean Saint-Josse a toujours dénoncé. Il ne me parle plus depuis 20 ans. C'est ce que vous dites aussi. Voilà. Mais on avait un accord pour débrancher CPNT. Le problème, c'est quand vous faites une élection comme les européennes ou une présidentielle et que vous avez tout d'un coup les médias qui s'intéressent énormément à vous. Je ne sais pas pourquoi, en politique, les gens n'arrivent plus à débrancher. Oui, ben bizarrement, on va voir d'ailleurs, vous, si vous êtes prêt à brancher ou à débrancher, puisqu'on parle d'une liste aux européennes que vous seriez en train de construire. À qui profite ce crime? Est-ce que c'est un crime d'ailleurs? On va en parler dans quelques minutes. On va parler aussi de vos relations avec Emmanuel Macron, dont vous êtes proche quand même. Je vais citer cette phrase que vous citez, c'est une phrase d'Emmanuel Macron. Vous finissez par tomber d'accord. Il vous effleure la poignée de veste et vous dit: Thierry, tu as toute ma confiance, mais ne me trahis pas. On se croirait quand même dans Scarface. Mais c'est juste la vraie vie. C'est pourquoi un président de la République n'aurait pas des comportements très humains. On l'a vu pour d'autres présidents qui parfois font des déclarations dans la rue qui leur ont porté préjudice alors que c'était juste une réaction instinctive. Là, il faut être honnête, en politique, il y a quand même beaucoup de trahison, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je comprends pourquoi, quand on ne connaît pas quelqu'un, on lui précise qu'on n'a pas envie de la trahison. Eh bien, avez-vous prévu de trahir Emmanuel Macron? On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Plan secret de nos élites contre le monde rural, c'est le livre de Thierry Coste publié chez Plomb. Thierry, tu as toute ma confiance, mais ne me trahis jamais. C'est ce que vous a dit Emmanuel Macron, la mâchoire serrée sur un ton très intimidant. Tiens, vous avez été intimidé ou pas quand il vous a dit ça? Non. Non, j'ai du mal à être intimidé. C'est sans doute parce que j'avais confiance en moi. Mais c'est surtout parce que moi, je plaide, je défends le monde rural depuis que j'ai 15 ans. J'ai été agriculteur 10 ans, j'ai arrêté parce que je gagnais pas ma vie, justement parce que le contexte était trop compliqué. Je ne savais pas ce que j'allais vendre dans 2 ans ou dans 3 ans. Je voyais une norme arriver pour faire que moi, petit agriculteur, j'allais devoir installer une fromagerie
fromagerie et une transformation pour mes saucissons qui allait être un investissement terrible. Donc j'ai vu très vite que j'allais être ennuyé par des tas de normes qui allaient me pourrir la vie, alors que moi j'étais un éleveur, un producteur, un transformateur et un commerçant de mes propres produits en circuit court il y a presque 40 ans, et je me disais, mais même ça je vais pas réussir à vivre. Et heureusement que j'ai arrêté au bout de 10 ans, parce que vous avez vu que j'étais quand même un peu syndicaliste, et là plutôt... Vous avez même été trotskiste au lycée. Trotskiste, donc voilà. Donc oui, comme quoi tous les chemins mènent à Rome, ça c'est logique. Non, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Oui, effectivement, mais on verra justement si vous décidez d'en changer plus tard. Quoi qu'il en soit, revenons malgré tout sur ces normes et votre accord tacite, on va le dire, avec Emmanuel Macron, puisque globalement c'est ainsi que vous fonctionnez avec lui, en tout cas en toute confiance. Comment vous réagissez lorsque vous voyez certaines mesures qui ne sont pas favorables au monde rural que vous voulez défendre et qui sont prises sous la présidence d'Emmanuel Macron? Tiens, je reviens, par exemple, la modification du prêt à taux zéro. Ça ne concerne pas l'accession à la propriété dans les maisons. Les maisons, c'est pas à la ville. Les maisons, c'est à la campagne. Bien sûr. Mais regardez, c'est simple. Vous voyez que je fais l'éloge de ce président, mais que j'ai dénoncé le choix de son ministre de l'écologie, qui n'est pas rien, il était numéro 3 du gouvernement, et que je l'ai combattu, et que j'ai dénoncé avec aussi... succès, puisqu'il a démissionné. Voilà, et dans le livre, c'est assez précis, j'ai été très critique sur Édouard Philippe, et je le suis toujours, parce qu'effectivement, dans la technocratie, on peut parfois monter très haut jusqu'à devenir Premier ministre et avoir une culture qui est quand même un peu affolante. Les gilets jaunes, on peut toujours penser que c'est de la faute d'Emmanuel Macron, mais c'est de la faute des gouvernements précédents, y compris de droite, notamment d'Alain Juppé, qui ont toujours eu cette culture de compliquer la vie des gens. Donc oui, en quoi elle s'est simplifiée dans les 6 dernières années? Alors, le problème, c'est que on fait des ministres de la simplification à peu près tous les 2 ans. Je parle de la vie plus que du ministre. Mais là, c'est. Non, mais il y a eu cette obsession de simplifier les choses sur le monde rural au niveau des guichets. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec France Rurale, avec l'ensemble des guichets, sur la téléphonie, honnêtement, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Alors, moi, ce que je reproche surtout à Emmanuel Macron, c'est d'avoir conduit une politique où il y a eu un certain nombre d'avancées significatives, où il n'y a eu zéro communication. C'est quand même génial de réussir ça. Je vous prends la téléphonie mobile. Exemple. La téléphonie mobile, c'est ce qui nous importe, nous, quand on est à la campagne. Parce que les zones blanches, c'est ras-le-bol. Surtout que vous vous dites, parfois, c'est tout plat ou en montagne et vous n'avez pas de communication. Eh ben, c'est pas compliqué. Lorsqu'il est arrivé, c'est Julien Dormandie qui a piloté ça. Il y a eu une négociation avec les opérateurs. Ils ont facilité le renouvellement des concessions en exigeant que dans toutes les zones qui n'étaient pas assez rentables, les opérateurs mettent des antennes. Eh ben, on a vu le changement très vite. Alors, il y en a encore. La stratégie politique a été mauvaise puisque personne globalement le sait et on pourrait presque me demander pourquoi je raconte ça. Dans la réalité, moi j'habite à la campagne, désolé, j'ai été obligé de sortir sur ma terrasse pour pouvoir parler avec mon portable. Maintenant, je peux rester à l'intérieur de la maison, mais comme j'habite dans le sud, je vais souvent sur ma terrasse. On m'a expliqué que pour bien téléphoner, il faut marcher. Oui, parce qu'on est concentré. On est concentré. Ça fait toujours la du bien de toute façon réalité, c'est quoi? C'est qu'effectivement, plein de choses commencent à aller dans le bon sens, avec les maisons de services publics, avec les maisons de santé, etc. Mais on revient de loin, et ça n'empêche, on a toujours des contraintes pour le médecin, pour le vétérinaire, pour l'artisan, mais il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une évolution de la société. Les gens veulent moins habiter la campagne s'il n'y a pas tous les services publics. Et puis la distance, faut être honnête, la distance c'est une réalité. Et parlons-en de la distance, on a besoin d'une automobile pour parcourir cette distance. Quand on fait des longues distances, tiens par exemple c'est le diesel le plus avantageux aujourd'hui, c'est ce qui coûtait le plus, c'est ce qui consomme le moins, et pourtant le diesel est de plus en plus taxé. De la même manière, un certain nombre de véhicules, des gens qui habitent à la campagne ou à la proche campagne, ne pourront bientôt plus rentrer dans les centres-villes. Ce sont les zones à faible émission. Ça va pas dans le bon sens pour le rural que vous êtes. Ça va pas dans le bon sens, mais je vous rappelle que ça, c'est essentiellement des décisions européennes qui sont une véritable catastrophe pour le quotidien de chacun, parce qu'effectivement, même tout ça vient du fait que nous n'avons pas souvent envoyé des parlementaires qui se mobilisaient beaucoup au niveau européen, que pendant longtemps, le pouvoir politique européen s'est partagé entre deux grands partis. En clair, circuler, il n'y a rien à voir. On se partage le territoire. Et cette culture de la norme, c'est la culture de
l'administration européenne comme nationale, on peut parler du loup, on peut parler des zones d'artificialisation, on peut parler du prêt. Il y a des tas de choses qui sont d'abord européennes avant d'être nationales. Alors je vous l'accorde, les Français ont quand même une caractéristique, et les dirigeants français, c'est que généralement, quand il y a les normes européennes, on surenchérit avec notre administration. Exactement. Alors vous êtes un peu opiniâtre, mais on a quand même l'impression que tout ce qui se passe bien, c'est grâce à Macron, et tout ce qui va mal, c'est soit à cause de la technostructure, soit à cause de l'Europe. C'est jamais de la sienne. Non. Moi, j'ai longtemps et fréquemment, j'accuse Emmanuel Macron quand il y a des choses qui n'avancent pas. Exemple. Bien évidemment. Les zones d'artificialisation. Mais les mauvaises mesures. Par contre, il n'y a pas une seule mauvaise mesure prise par Emmanuel Macron. Mais bien sûr qu'il y a des mauvaises mesures qui sont prises. Pourquoi ? Parce que quand on a une vision un peu globale, on oublie que le monde rural ne peut pas avoir les mêmes contraintes. Les passoires thermiques, alors on va dire, c'est l'Europe, mais c'est aussi une traduction française. Absolument. Mais c'est une hérésie. Demain, dans nos montagnes, moi je suis un montagnard, demain, dans nos montagnes, il va y avoir des centaines de milliers de logements vides, parce que depuis le 1er janvier, il y en a un certain nombre qui n'a plus le droit de les louer. Sauf que les saisonniers qui vont travailler tout cet hiver, mais maintenant, heureusement, un peu l'été, ils vont faire 30 à 40 bornes pour pouvoir se loger. Mais c'est débile, alors qu'ils arrivent, ils vont bosser à 6 heures du matin, ils vont faire ce trajet, ou certains vont dormir dans leur voiture, dans un parking, parce que c'est trop cher. On est donc aussi effectivement, en droit... je suis d'accord pour dire que tout ne va pas bien avec le président de la République actuelle. Les choses s'améliorent, mais ce que je combats, moi, c'est la technocratie, parce que c'est la même depuis 30 ans. Revenons quand même sur les passoires thermiques. On est aussi en droit de parler de la responsabilité des propriétaires qui logeaient des locataires dans des logements qui étaient tellement des passoires thermiques que le chauffage était exorbitant. D'accord, il y a partout une responsabilité individuelle. Arrêtons de penser que c'est l'État, le président qui compte. Mais soyons honnêtes, dans beaucoup de cas... Construire des passoires thermiques à la montagne où il fait plus froid que dans une plaine, c'était quand même lamentable. On a construit des bâtiments dans les années 70 et 80. Honnêtement, les économies de chauffage, c'était pas le sujet. Donc aujourd'hui, quand on décide, je vous prends l'exemple, Isola 2000, 90% des logements à Isola 2000 ne respecteront aucune des règles, donc dans les Alpes-Maritimes, en montagne, ne respecteront pas les règles. Comment on fait ? Est-ce qu'il faut tout détruire ou est-ce qu'il faut être malin et annoncer que, au lieu d'avoir 5 ans, on mettra ça sur 15 ans ? Parce que la plupart des gens qui ont un appartement ne sont pas tous des riches. Que celui qui est très riche puisse le faire, ok, mais il y a plein de gens, c'était leur façon d'avoir un complément de revenu, un complément de retraite, et aujourd'hui ils se retrouvent coincés, prisonniers, et ils ne peuvent même plus louer leurs biens. Il y a une logique, qu'est-ce que vous dites là sur cet aspect précis? On l'a d'ailleurs déjà dit sur Sud Radio. Thierry Coste, est-ce que vous êtes candidat aux prochaines élections européennes? Non, bien sûr que non. Moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Tout le monde le sait. J'en ai fait un livre. J'explique que la politique, moi, je suis passionné du monde rural. Donc, c'est différent. Non. Ça ne m'intéresse pas, mais alors, je lance un think tank dont je parle dans le livre, qui s'appelle Nos Campagnes, qui va mobiliser une centaine de personnalités du monde rural pour expliquer. Non, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut expliquer aux urbains qui viennent à la campagne, comme aux ruraux qui accueillent des gens, qu'on peut parler ensemble, qu'on peut cohabiter de façon intelligente. Je dis ça parce que l'intolérance, elle pointe partout, y compris chez les ruraux qui voient des gens qui débarquent avec des règles de vie de la campagne. Quand on fout le propriétaire du coq au tribunal lorsqu'on attaque les agriculteurs parce que les bouses, beaucoup parlé sur Sud Radio. Les bouses des vaches. Vous avez raison d'en parler. Voilà. On est d'accord. Le patrimoine immatériel de la campagne et les modes de vie ruraux, on est d'accord. Reparlons des européennes. Les européennes, c'est pour moi un thermomètre à brancher l'année prochaine pour que le monde rural s'exprime fortement. Donc il y aura Non, le think tank n'a rien à voir. Le think tank, c'est pour les 4 prochaines années. Je vous rassure, moi je m'intéresse surtout à la présidentielle. Mais il y aura une liste aux européennes. Il y aura une liste aux européennes. Il y aura une liste rurale. Enfin, pour le moment, il y a plusieurs chefs de file qui rêvent d'une liste rurale ou d'une liste élus locaux. Plusieurs chefs de file et un lobbyiste. Mais il y aura une liste. Mais il y aura une liste rurale parce que je pense que ça vaut le coup de prendre un thermomètre en 2024 sur ce sujet-là, histoire d'influencer les politiques, quels qu'ils soient, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau national. 2027 se prépare. Alors bien évidemment,
je suis toujours accusé de quelque chose que je ne commets pas, mais on pense que cette liste, elle sert à quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que cette liste, si elle existe, il faut encore, je vous rappelle qu'il faut 2 millions d'euros pour conduire une liste, et ensuite, il faut, si c'est une liste rurale, moi, j'ai pas l'intention qu'on ait une liste chasse et tradition. Donc, si on veut une liste déjà fait, vraiment rurale, j'ai déjà donné, et entre guillemets, j'ai débranché. Donc, s'il y a une liste, elle sera rurale, et elle correspondra à la défense des valeurs rurales. Et elle ne roulera pas pour Macron ? Ben, bien évidemment qu'elle ne roulera pas pour Macron. Vous savez, moi j'ai... Comprenez qu'on ait du mal à vous croire après tout ce que vous venez de raconter. Non, mais alors, l'avantage chez moi, c'est que d'abord, je vous rappelle que j'ai conseillé les autres présidents sans le moindre état d'âme. Ils étaient de gauche et de droite. Et comme je conseille à titre amical et personnel, ça veut dire que les gens me choisissent ou se débarrassent de moi comme ça. Donc, il y a sans doute une raison sur ma passion rurale pour que des gens m'utilisent. Mais au nom de quoi j'aurai des états d'âme? L'année prochaine, je pense qu'il faut brancher ce thermomètre. Les écologistes pèsent trop dans ce pays et je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui s'expriment pour dire stop, l'écologie mise sous cloche. Il faut arrêter. Une vraie écologie pragmatique, il faut le faire. Une liste rurale que vous aurez inspirée aux élections européennes. Il y aura une liste rurale et je ne serai bien sûr pas sur la liste. Et on va en parler avec vous dans un instant. On va parler aussi avec vous tous au 0826 300 300. Esteban. Oui, on continue de prendre vos réactions. Tiens, sur le Facebook et le YouTube de Sud Radio, la page Facebook et la page YouTube Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. 26 300 300, on est toujours avec notre invité Thierry Coste. Le plan secret de nos élites contre le monde rural, c'est son livre publié chez Plomb. Mais avant de reparler des élites contre la campagne, on va parler des supporters contre le bon sens, Esteban. Oui, exactement. Nous avons Sébastien qui nous appelle depuis Strasbourg, pour revenir sur les violences commises hier soir par des pseudo-supporters marseillais envers le car lyonnais. Bonjour Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour. On rappelle les faits pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Effectivement, hier, des supporters marseillais ont balancé non pas des cailloux mais des pavés sur le bus de l'équipe de l'Olympique lyonnais. L'entraîneur Fabio Grosso blessé au visage, le visage en sang, plusieurs points de suture évidemment. Bon, vous êtes strasbourgeois, il y a des supporters aussi qui sont extrêmement enthousiastes dans le stade du Racing. Sébastien, ça vous a surpris ces scènes hier ou pas ? Non, pas du tout. En fait, j'aimerais plutôt parler d'ordre général. En fait, pourquoi ça se passe comme ça en France et pas ailleurs? Pour moi, les premiers responsables, alors, les supporters, ça c'est bien sûr, il n'y a pas de débat. Mais les premiers responsables, c'est les autorités. Donc c'est Monsieur Darmanin lui-même. Depuis des années maintenant, bientôt 10 ans, on interdit systématiquement tous les déplacements. Donc en fait, on s'est plus organisé en France. Ils savent plus ce que c'est que d'avoir des supporters qui se déplacent, d'avoir des rivalités entre clubs. On utilise la facilité depuis plus de 10 ans en disant on interdit, on fait un arrêté, on interdit, n'y allez pas, laissez tomber. N'y allez, ne vous déplacez pas, c'est plus facile, on s'en occupe pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des catastrophes comme la finale de la Ligue des Champions. Et c'est comme ça que l'Euro 2016 a été un échec aussi en France. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on va de nouveau autoriser un petit peu de supporters à venir, on sait plus organiser le déplacement. On fait passer les Lyonnais en plein centre-ville de Marseille, alors qu'on sait très bien qu'il y a des rassemblements avant le match, qu'il y a 65 000 spectateurs attendus, que les villes sont blindées de gens qui vont vers le stade, et on fait passer les supporters au milieu de tout ça. Alors, je vais vous apporter un petit peu un bémol pour qu'on en débatte d'ailleurs, Sébastien, parce que vous faites une bonne observation. D'ailleurs, notre invité Mathieu Zagrodzki disait la même chose. On pratique la punition collective davantage en France qu'ailleurs, et pourtant ça marche pas. En revanche, on a interdit pendant 6 ans les déplacements des Lyonnais à Marseille. Là, on l'autorise, ils se font caillasser. Ça encourage pas à réautoriser les déplacements. Vous êtes pas d'accord, Sébastien ? Mais si en fait les déplacements tous les ans vous les avez, ça devient pas un événement que les Lyonnais se déplacent, que ce soit les Lyonnais ou ailleurs partout en France. Donc il y aura moins de problèmes puisque vous savez que tous les ans ils sont là. Mais comment ça se fait pour certains matchs en Allemagne, des villes qui sont rivales à moins de 100 km l'une de l'autre, et ils arrivent à faire déplacer 3000 personnes sans aucun incident? Pourquoi ils y arrivent? Parce qu'ils les interdisent pas et qu'ils savent les gérer et qu'ils savent les organiser. Et vous, quand vous alliez assister, par exemple, j'imagine, vous êtes supporter du Racing, je suppose, Sébastien? Oui. À Strasbourg. Quand vous alliez, par exemple, prenons l'exemple du FC Metz, c'est le grand club rival de Strasbourg, et ce depuis toujours. Il y a toujours eu des incidents, ou en tout cas c'est toujours risqué. C'est ces deux villes qui sont très proches l'une de l'autre. Maintenant, effectivement, il y a des arrêtés. Tout le monde ne peut pas se déplacer à Metz. C'est encadré, c'est hyper encadré. Et à la limite, là, c'est un déplacement organisé. Il n'y a pas d'incident. Mais c'est la première fois qu'on a le droit d'y aller depuis X temps. Oui. Mais c'est pas un déplacement qui fait que vous allez réussir à organiser des événements. Et là, il y avait que 600 supporters lyonnais.
Qu'est-ce que vous dites par rapport au reste de l'Europe? Oui, c'est très peu, vous avez raison. Qu'est-ce que vous dites, c'est ma dernière question, parce qu'on va donner la parole ensuite à Richard, depuis la Seine-et-Marne à Gouet. Qu'est-ce que vous dites aux supporters marseillais, on va les appeler supporters puisqu'ils se revendiquent comme tels, qui ont balancé des pavés au bus de l'Olympique Lyonnais? Vous qui êtes supporter vous-même. Ça sert à rien, c'est complètement absurde, mais après... C'est Marseille, c'est encore un cas à part par rapport à beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que des enfants de cœur à Strasbourg non plus. Je me permets, je suis supporter d'un autre club où il y a eu des dérapages aussi, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je me permets. Il y en a partout, mais encore une fois, ça revient à la même chose. Pourquoi est-ce que le cœur lyonnais se retrouve en fait dans cette situation-là à un moment donné? Maintenant, si on sait que c'est un match dangereux, pourquoi est-ce qu'on fait venir le quart de Lyon avec les couleurs de Lyon dessus? On n'a qu'à faire venir un quart complètement anonyme et personne ne sait que c'est les joueurs qui sont dedans. Et pourquoi on met qu'une voiture de police devant et derrière pour les faire venir et on lui fait traverser la ville à des heures où il ne faut pas? Mais peut-être justement, Sébastien, parce que les forces de l'ordre ont mieux à faire en ce moment avec la montée de l'antisémitisme, des manifestations interdites à empêcher. Vous pensez qu'en Allemagne, ils n'ont pas les mêmes problèmes? Mais écoutez, en tout cas, moi j'ai vu quelques images de manifestations massives en Allemagne où c'était particulièrement plus intimidant. Mais je comprends ce que vous dites, Sébastien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la parole au 0826 300 300 depuis Strasbourg. Et puis allez le Racing quand même. Richard est avec nous. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Bienvenue. Moi je voudrais faire Oui, merci. Faire un petit commentaire sur ce qui se passe. Alors, vous savez quoi, Richard? Vous m'appelez de la Seine-et-Marne au 0826 300 300 et vous illustrez parfaitement le contraire de ce que disait Thierry Coste il y a quelques minutes. Il y a encore apparemment des zones blanches dans la Seine-et-Marne. Alors, je vous propose de vous déplacer un tout petit peu. Le temps qu'on vous retrouve, je vais redonner la parole à Thierry Coste jusqu'à ce que vous ayez du réseau, Richard. OK? À tout de suite, Richard. Tiens, question, Thierry Coste. Vous parlez du monde rural, là, on parlait d'affrontements en ville. J'imagine que la première chose que vous allez nous dire, c'est que ça serait pas arrivé comme ça à la campagne? Oh là là. Vous savez, la nature humaine, je m'en méfie quand même. Et je pense qu'il y a un phénomène d'intolérance qui touche tout le monde, ville, campagne. Il y a ce côté communautariste qui se développe et qui est très inquiétant. Or, à la campagne, le monde associatif, donc du football, du rugby, etc., c'est encore une des valeurs fortes de proximité. On l'a vu pour le rugby, on l'a vu pour la polémique autour de l'événement organisé par Jean Dujardin. L'avantage du monde rural, c'est cette proximité et c'est le fait de parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérapage. Si on s'engueule, on risque de croiser la personne qu'on a engueulée toute la vie, donc c'est pour ça qu'on fait plus attention? Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dérapage, mais il faut être honnête. La preuve, c'est qu'on est obligé de remettre des gendarmeries dans les campagnes. Ça veut dire qu'il y a aussi des problèmes de sécurité. Mais il y a moins, sans doute, d'intolérance qu'ailleurs. Et c'est intéressant. On va en parler, dans quelques instants. La délinquance en zone rurale, les incivilités qui se multiplient, les agressions d'élus, y compris dans des villes de moins de 100 habitants. On a eu des témoignages édifiants sur Sud Radio. On a retrouvé Richard dans la Seine-et-Marne, où on écoute Sud Radio 99.9 FM. Vous êtes avec nous, Richard? Oui, je sais, vous m'entendez maintenant? C'est beaucoup mieux, voilà, on a retrouvé du réseau. Vous vouliez revenir vous aussi sur ces incidents scandaleux à Marseille hier? Oui, je voudrais dire que peut-être en France, il faudrait commencer à être un peu plus sévère. En Angleterre, ça a été aussi pendant des années, il y a eu des gros problèmes. Ils ont interdit à vie certains supporters. En France, il faudrait faire la même chose. Mais je veux aussi parler de l'attitude des joueurs aussi sur le terrain, des fois qui défient. On a vu l'attitude de Mbappé ce week-end. Il devrait se prendre au moins 3 matchs de suspension, mais il va pas se les prendre. On a vu le match Barcelone-Real Madrid, je sais pas si vous l'avez vu. Vous avez vu l'attitude de Vinicius envers les arbitres, sa simulation. On dirait qu'il a la jambe cassée. Le Real Madrid récupère le ballon et il se lève et puis il court comme un lévrier. Et ça, c'est vieux comme le monde. Voilà, donc et après on vient de passer 2 mois extraordinaires avec la Coupe du Monde de rugby où les joueurs, c'est extraordinaire, quoi. Moi, ça me donne la chair de poule quand je vois les supporters sud-africains avec les Français tous mélangés, les joueurs qui respectent l'arbitre, ils se taisent, ils ne disent rien. C'est extraordinaire. Un petit bémol, Richard, quand même. Pardon ? Juste un petit bémol, parce que on a toujours tendance à sanctifier un peu le monde du rugby et à diaboliser le monde du football. Des bagarres générales, y compris entre supporters, ça arrive dans le rugby. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, c'était dans les Pyrénées-Orientales, si mes souvenirs sont bons, en tout cas chez les Catalans. Esteban, vous qui suivez tous les matchs, vous pouvez le confirmer ? Je confirme, effectivement. Et on a vu aussi des vidéos des supporters anglais qui se sont battus pendant la Coupe du Monde au Vélodrome. Absolument, il y en avait un qui était déguisé en amiral Nelson dans le stade Vélodrome et qu'on achetait un autre par-dessus la tribune, comme quoi vous voyez, ça peut arriver aussi, Richard.
Oui, mais c'est des exceptions, c'est pas la norme. Tandis que dans le foot, c'est des exceptions quand ça n'arrive pas. Vous voyez, donc c'est un peu différent. Ouais. Mais en général, oui, je vais vous le dire, mais il y a des cons partout, même dans le rugby. Exactement. Voilà. Mais en général, il y a beaucoup plus de valeur dans le rugby que dans le football. Écoutez... Et surtout, il faut commencer à responsabiliser les joueurs et les entraîneurs parce que ça devient du n'importe quoi. Moi, le foot, c'est mon sport préféré, mais j'arrive plus à le regarder, le foot. Eh ben, écoutez le rugby sur la radio du rugby. Sud Radio qui diffuse le top 14. Le top 14 et la Pro D2. On est les seuls d'ailleurs à en diffuser autant. C'est pour ça qu'on restera fidèle toujours aux valeurs de l'Ovalie. Merci Richard. De rien, merci. Et profitez bien de la Seine-et-Marne, en tout cas. Bon, vous parliez du sport plus pacifié, Thierry Coste, à la campagne. On parlait aussi de la montée de la délinquance. La campagne n'est pas épargnée. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Vous l'expliquez comment ? Oui, c'est un phénomène nouveau. Enfin, la montée de la délinquance a toujours existé, mais... Bien sûr, non, mais c'est un phénomène nouveau, d'abord parce que je pense qu'il y a un certain nombre de délinquants et trafiquants qui se déplacent vers les campagnes, ne serait-ce que parce ils ont un sentiment d'une meilleure impunité dans ces zones-là, plutôt que dans les villes ou dans les banlieues où il y a eu des attaques, on l'a vu de plus en plus souvent. Mais donc, bien évidemment, pendant ce temps-là, nos technocrates se sont amusés à fermer 500 gendarmeries en se disant c'est pas grave, finalement la concentration des humains se fait sur la banlieue et la ville, donc on va mettre beaucoup moins de gens dans les campagnes. Je vous vois venir. Non, mais c'est juste une réalité. Non, mais je sais. C'est juste une réalité. Et il y a 3 semaines à peu près, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture la recréation de plusieurs centaines de brigades de gendarmerie. Voilà, mais je pense que la reconquête du monde rural, c'est une réalité. C'est pas le fait du président de la République, c'est que c'est une réalité. On a de plus en plus de gens qui viennent consommer la campagne, qui viennent y vivre ou juste la consommer le week-end. Il faut avoir les mêmes conditions de sécurité, comme il faut avoir des services publics et des magasins pour pouvoir assumer correctement une vie relativement tranquille, parce que la campagne c'est aussi un truc, moi j'adore, on est bien, on se sent bien. Moi j'ai un jardin, j'en fais même un chapitre de mon livre, de mon jardin, parce que la réalité aujourd'hui, la pratique du sport et loisirs de nature, pas seulement la chasse ou la pêche, mais le VTT, l'équitation, etc., c'est des choses sympas qu'on peut faire et partager. Ça crée du lien, ça crée de la proximité, mais pour ça il faut juste qu'on ne complique pas la vie des gens qui ont déjà suffisamment d'emmerdes parce qu'ils vivent dans un endroit où les distances entre 2 points leur compliquent la vie. De façon provocatrice, je dis régulièrement que la campagne c'est beau, c'est la nature, mais ce sera toujours du goudron et du béton. Il en faudra moins, il en faudra mieux, mais la réalité c'est qu'on va pas mettre des services publics, des bus, des trains ou des métros à la campagne. Donc il faudra bien accepter l'idée qu'on doit continuer aussi à ce qu'il y ait une vraie vie économique. Et c'est pour ça aussi que quand on grandit à la campagne, on apprend à faire de l'autostop quand on a raté son transport scolaire, par exemple. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Si vous êtes campagnard, vous avez aussi la parole, bien entendu. 0826 300 300. Quelles sont les normes, les tracasseries qu'il faudrait supprimer pour améliorer la vie à la campagne? Tiens, on va en parler avec Thierry Coste dans un instant. À tout de suite. 13h45, dernière ligne droite dans ce face-à-face où on reçoit Thierry Coste aujourd'hui qui vient nous voir pour son livre Dans le plan secret de nos élites contre le monde rural. C'est aux éditions Plomb. Et nous sommes aussi avec Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Coste. J'ai deux questions. La première question, que représente le chiffre d'affaires du monde de la chasse sur le plan national, dans sa globalité bien sûr, mais aussi voir si on peut faire quelque chose, limiter les chasses commerciales. Monsieur Coste est parfaitement au courant. Ça limite un peu aussi le territoire des petites chasses, on va dire. Là, il y a un effet domino. Et une autre question, je vous la pose telle que je la pense, d'accord ? Quel a été l'incident qui a fait que M. Hulot a donné sa démission quand vous avez assisté, contre son avis apparemment, à sa démission? Quelle a été la raison? Est-ce que vous étiez un soldat avec une mine antipersonnelle pour M. Macron ou c'était pas prévu au programme, quoi? Bon, écoutez, on va poser vos questions. Restez en ligne, Philippe. Vous êtes chasseur d'ailleurs, je suppose? Oui.
dans le Calvados. Alors Philippe, je vais devoir vous recommander quelque chose, c'est d'acheter mon livre, parce qu'effectivement, non seulement il y a plein d'anecdotes sur à peu près tout le monde, mais je pense que ça peut intéresser même les gens qui ne connaissent rien à la politique, qui vont rire, et il y a une explication de texte concernant Nicolas Hulot. On me le dédicacie alors. D'abord pour la première question, c'est 4 milliards l'économie de la chasse. Une enquête vient d'être sortie il y a 15 jours. Donc, mais il faut reconnaître que ce soit l'économie de la chasse, de la pêche, du golf ou de l'équitation, ce sont des activités qui sont à la fois des activités de loisirs, des activités de passion, mais c'est aussi des activités économiques. Parce que il y a, à part la randonnée où on a entre guillemets besoin de personne, sauf que vous êtes content d'arriver au village et d'acheter votre sandwich ou à manger ou aller au restaurant. Donc en fait, il y a beaucoup d'activités de nature qui sont des activités. C'est pour ça que je râle souvent en pensant que la seule activité économique dans le monde rural, c'est pas l'agriculture, c'est aussi la forêt. C'est réaliste. Il y a une grosse production forestière. On n'a jamais eu autant de forêts, mais on n'a jamais autant produit de bois, et c'est tant mieux. Donc effectivement, le monde de la chasse, comme d'autres mondes, c'est à la fois une activité très populaire, mais c'est aussi une économie. Sauf que ce que dit Philippe, et c'est là-dessus qui vous interpelle, c'est les chasses privées commerciales qui sont vendues, qui prennent de plus en plus de place au détriment des chasses des associations communales. Par exemple. Heureusement, voilà. Mais Philippe n'a pas tout à fait raison, mais dans certains départements, c'est le cas et c'est rageant. La preuve, c'est qu'on a vu la dégradation de la Sologne avec du grillage partout. C'est quand même un peu affolant d'avoir juste des chasses commerciales où les gens ne sont pas des chasseurs. Il faut rappeler ce qui se passe dans la Sologne. C'est assez particulier. C'est-à-dire que vous avez des grandes fortunes qui possèdent des propriétés gigantesques dans lesquelles ils chassent et ils les ont grillagées. Voilà. Et en même temps, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Voilà. Non, voilà. Je pense que la chasse populaire, c'est la force de ce pays. On a cette chance-là, et c'est vrai que on arrive à pratiquer cette activité avec peu d'argent, mais pour ça, il faut effectivement éviter qu'il y ait le développement des chasses commerciales. Il y en a quelques-unes, ça gêne pas. C'est s'il y en avait trop, il y a peu d'endroits où il y en a trop, parce qu'économiquement, c'est pas toujours simple. Bon, ben faites-vous dédicacer le livre quand vous l'aurez trouvé, Philippe. Oui, il n'y a pas de problème. Et la dernière question sur M. Hulot, alors, dites-nous tout. Bon, il le veut quand même. C'était dans le livre, disait Thierry Coste. C'est dans le livre, alors je verrai. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais écoutez, j'ai toujours été surpris de savoir qu'il rêvait de partir depuis un moment, quand même. Faut être honnête. Moi, je veux bien considérer que Hulot est un trophée à mon tableau de chasse, mais honnêtement, ça faisait quelques semaines qu'il rêvait de partir. Vous avez été le prétexte. Et j'ai servi de prétexte. Il a été maladroit parce qu'il m'a offert une communication géniale pendant 8 jours, à peu près partout. Mais surtout, il a beaucoup menti, c'est ce que j'explique dans le livre, puisqu'il savait que j'étais à cette réunion, et donc, mais par contre, il n'avait pas travaillé son dossier. Le sujet n'était pas seulement la chasse, mais la police de l'environnement et la stratégie biodiversité pour créer un établissement un peu plus conséquent. Donc en fait, il pouvait très bien sortir de cette réunion en expliquant qu'il avait tordu le bras aux chasseurs et qu'il c'était plutôt malin. Mais comme il avait vraiment envie de partir et que j'étais en face de lui pendant 2h30, je pense qu'il a craqué. Bon, écoutez, ça arrive à tout le monde comme quoi. Merci Philippe de nous avoir appelé. Merci M. Coste. Le Calvados au 0826 300 300. Tiens, vous parliez des chasses commerciales. Un certain nombre d'agriculteurs se mettent à replanter. Je y viens, c'est une transition toute trouvée. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Un certain nombre d'agriculteurs se mettent à replanter des haies. Ça permet de faire revenir la biodiversité dans les champs parce que les remembrements ont tout rasé. Et en plus, ça leur permet souvent de faire des chasses. Alors, je ne sais pas s'ils font des chasses, mais la réalité, j'en parle énormément dans mon livre parce que quand j'avais 14 ans, j'étais déjà mobilisé sur ce sujet des haies. Je pense que la haie, dans l'espace ordinaire, c'est un truc génial. Ça sert à tout le monde. Ça sert aux randonneurs parce qu'il y en a au bord des chemins. Ça sert pour la faune sauvage, ça sert pour la chasse, ça sert pour la biodiversité. Mais regardez, c'est l'exemple même de la technocratie. Depuis 30 ans, tout le monde est d'accord pour dire que la haie, c'est un élément utile et structurant. Depuis 30 ans, on en arrache terriblement. Il y a un rapport qui est sorti. Qui les ont arrachés sont les agriculteurs. Non. Les technocrates, ils ont facilité l'arrachement. Pendant longtemps, on a financé l'arrachage de haies. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, on a introduit
des clauses de protection des haies qui sont tellement rigides que les agriculteurs ne veulent plus planter de haies parce que c'est sinon, trop rigide. Ils sont obligés de mettre du pesticide trop loin et que c'est pas bon pour leur culture. Donc on marche sur la tête et ça, et donc, que ce vous soit dites quoi, il faut planter des haies d'une part et laisser déverser du pesticide juste à côté? Non. Sur les pesticides, entre guillemets, dans mon livre, vous noterez que moi, je me suis engagé sur les néonicotinoïdes. Absolument. Et ça m'a valu que les agriculteurs, les syndicats agricoles ne veuillent plus me parler pendant 2 ans. Donc j'assume complètement. On s'en souvient très bien, Willy Schran, le président de la fédération, était venu sur Sud Radio expliquer que les néonicotinoïdes étaient probablement responsables de la diminution des perdrix. Voilà, donc de la diminution de toute la faune sauvage. Il ne faut pas juste ramener les choses à la chasse. Moi, je suis un défenseur, je suis un écolo convaincu, je suis un vrai passionné du monde rural, je suis photographe animalier, je suis naturaliste, j'ai vécu des centaines de nuits dans les forêts, je l'explique dans mon livre, mais tout ça pour dire que, regardez, quand des gens hors sol décident de règles et de normes, pendant 20 ans on les applique, et aujourd'hui on fait le constat, le gouvernement vient d'annoncer un méga programme de plantation de haies, mais on en arrache encore 20 000 kilomètres par an. On est à côté de la plaque. Alors, dans les élites, pour moi, il y a aussi les professionnels des syndicats agricoles qui, pendant 20 ans, ont répété la même chose. Il faut arracher les haies, il faut mettre des pesticides. Je suis désolé, l'agriculteur, il pense surtout à la fin du mois et à son revenu. Donc, c'est pas compliqué. Quand on accompagne des transitions, moi, je plaide pour qu'on accompagne les gens. Chacun est capable de changer ses pratiques si elles sont polluantes, si elles sont destructrices. Mais il faut accompagner les gens. Et au bout du bout, il faut avoir, à la fin du mois, un revenu. Faut jamais oublier que la politique rurale, le vivre et travailler au pays, c'est d'abord un problème de fin du mois plutôt que d'un problème de fin du monde. Alors, on peut parler aussi de cet autre aspect, comment adapter ces pratiques, le pastoralisme en but au retour du loup et parfois même de l'ours. Comment on fait pour les faire cohabiter ? Moi, je ne suis pas pour la cohabitation, que les choses soient claires. Je considère que c'est pareil. Europe et technocrates français, on a la culture du cliquet. Cette espèce se portait mal. On protège l'espèce. Sitôt que cette espèce va bien, on ne veut plus la toucher parce qu'on l'a protégée avant, on n'y touche plus. C'est pareil pour le cormoran dans les rivières. Donc vous n'êtes pas pour la cohabitation? Moi, je suis pour que dans tous les secteurs où il y a du pastoralisme, on réduise de façon drastique le nombre de loups. L'espèce se porte bien, il faut en prélever 300 tous les ans pendant 3 ans, et quand on aura fait ça, moi, la biodiversité dans les montagnes, c'est les bergers et leurs troupeaux, c'est pas les loups. 0826 300 300 Esteban. Oui, décidément, vous êtes beaucoup à nous écouter dans le Calvados, puisque nous étions avec Philippe il y a quelques instants depuis Caen, et là nous sommes avec Mickaël depuis Caen. Bonjour. Salut Mickaël. Bonjour. En quelques mots, puisqu'on arrive au terme de cette émission, allez-y. C'était pour réagir par rapport au sujet de la délinquance en campagne. Auparavant, j'étais dans un village où il y avait le garagiste qui s'était fait cambrioler par 3 individus, et malencontreusement, il n'avait qu'une seule arme pour se défendre, c'était son fusil de chasse, à 2 coups. D'accord. Et dans l'absolu, ce qui aurait pu éviter le drame, à savoir qu'un des agresseurs a été blessé blessé sur le tas, l'idéal aurait été d'avoir un fusil pour lui à 5 coups et de pouvoir tirer en l'air et de pouvoir laisser mettre en joue les personnes qui sont rentrées dans son garage et de les laisser s'attacher en attendant que les flics arrivent. Chose qui peut pas se faire aujourd'hui parce que la législation de la chasse n'autorise pas des fusils à plus de 3 coups. Et du port d'armes, et qu'on n'est pas aux États-Unis, Mickaël. Oui, on n'est pas. Non, mais certes, on n'est pas aux États-Unis, mais on a aussi la jurisprudence non-genre, et en France, on a le droit qu'à deux façons de s'armer, c'est le permis de chasse et la licence de tir. Mais je vous propose, mon cher Mickaël, que je fasse répondre un bon connaisseur des armes et du droit des armes, qui est Thierry Coste. Merci pour votre appel, en tout cas, Mickaël, depuis le Calvados. Thierry Coste. Oui, non, mais il y a 5 millions de détenteurs légaux d'armes à feu. Moi, je ne souhaite pas qu'on parte dans la dérive américaine qui est du port d'armes sur soi,
la détention d'armes, y compris de tirs automatiques. Donc c'est clair, on est bien encadré. La loi est bien encadrée. Pas plus d'armes, plus de gendarmes en gros. Voilà, on n'a pas d'usage autre que pour l'activité sportive, et c'est tant mieux, ou l'activité de loisir. Et je pense qu'il faut en rester là. C'est pas mal. Il vaut mieux dans ces cas-là que les gendarmes soient beaucoup plus présents, ou que des caméras soient installées. C'est ce qui se passe d'ailleurs de plus en plus souvent, pour pouvoir on va en parler peut-être avec vous. Merci à vous Thierry Coste. Je rappelle votre ouvrage Le plan secret de nos élites contre le monde rural. C'est publié chez Plomb. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio. Tiens justement, on parlait des places à Brigitte Lahaie. Sud Radio, c'est juste après les informations de 14h. Pardonnez-moi ce calembour, mais il fallait bien le faire à un moment. Bonne journée à vous à l'écoute de Sud Radio.